Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabrice Cook, je suis médecin anesthésiste réanimateur sur l'hôpital Henri Mondor. On va parler de la prise en charge réanimatoire de l'état de mort encéphalique. Alors, pourquoi parler de cette prise en charge et quels sont finalement les enjeux? Alors, vous le savez, on est toujours et de plus en plus en demande de greffons parce que les indications de greffe deviennent de plus en plus larges. Les patients qui peuvent en bénéficier sont plus importants. Et parce que les cadres nosologiques qui amènent les patients en état de mort encéphalique, eux, par contre, augmentent pas particulièrement davantage. Vous voyez, alors les données datent de 2013. Je suis désolé, j'en ai pas de plus récentes à vous présenter, mais ça n'a pas tellement changé. Ce qu'on peut noter, c'est que sur les 10 dernières années, il y a eu une petite augmentation à la fois du nombre de sujets en état de mort encéphalique recensés, mais à la fois également du nombre de sujets qui sont prélevés. Vous voyez que le ratio il est à peu près stable, hein. C'est un ratio d'environ 50% entre les patients recensés en mort cérébrale et les patients qui seront prélevés. Et pourquoi il y a eu cette augmentation sur les 10 dernières années? Non pas que les causes de mort encéphalique aient augmenté, mais juste parce qu'on a commencé à prélever des patients plus âgés. Hein, vous voyez la barre ici des patients de 65 ans et plus, qui étaient vraiment minimes il y a de ça plus de 10 ans, et qui commencent à devenir prépondérantes actuellement. Et qu'est-ce qui a permis qu'on puisse prélever des patients plus âgés? C'est parce qu'on a amélioré nos techniques de réanimation, qu'on a amélioré aussi également les techniques de sélection des greffons et de réoptimisation des greffons secondairement. Quand on regarde les causes de non-prélèvement chez les patients qui sont recensés en état de mort encéphalique, vous voyez qu'il y a la proportion environ de 50% d'opposition. Celle-là, elle est stable dans le temps. Bon, la société met du temps à avancer sur ces questions-là, et nous réanimateurs, on a une part qui est importante, hein, dans la prise de décision et sur l'entretien qu'on peut avoir avec les familles, mais la part sociétale reste prépondérante. On va avoir 10% qui sont liés aux antécédents du patient, qui vont être des contre-indications au prélèvement. France vous dira un petit peu quelles sont ces différentes contre-indications. Et de plus en plus, on essaye de reculer ces contre-indications, notamment l'âge qui en était une et qui est en train de reculer de manière assez importante. Et puis, il y avait environ un peu moins de 10% d'incidents médicaux qui aboutissait au fait qu'on ne puisse pas aller jusqu'à la démarche de prélèvement d'organes parce que le sujet allait faire une défaillance multiviscérale avant, allait faire un arrêt cardiaque avant. Et là, il y a un rôle à notre prise en charge réanimatoire pour amener ces sujets vers le prélèvement. Donc ça, c'est l'augmentation du nombre de sujets qu'on va pouvoir prélever. C'est l'augmentation du nombre de greffons qu'on va pouvoir proposer par sujet. Mais il y a également une composante essentielle qui est de permettre d'améliorer la qualité des greffons que l'on va prélever. Et on sait maintenant que l'amélioration des techniques réanimatoires qu'on va pouvoir proposer, de la prise en charge des donneurs, va impacter fortement sur la manière dont le rein va récupérer derrière, sur la manière dont le poumon va récupérer derrière, le cœur va récupérer derrière. Donc non seulement on va augmenter le nombre d'organes prélevables, mais en plus on va pouvoir améliorer la qualité de ces organes. Alors un mot sur la physiopathologie de la mort encéphalique, pour que vous compreniez bien après les enjeux thérapeutiques. La mort encéphalique, elle est définie par la mort de l'ensemble du système nerveux cérébral. Ça veut dire tronc cérébral, ça veut dire les deux hémisphères cérébraux. C'est important de bien prendre ça en compte parce que la mort du tronc cérébral, c'est essentiellement une donnée qu'on peut voir cliniquement. Je vais vous montrer l'ensemble des réflexes du tronc cérébral qui vont disparaître au fur et à mesure de la progression de l'ischémie cérébrale. Par contre, objectiver la mort des deux hémisphères cérébraux et en avoir la certitude, là c'est plus compliqué parce que le simple coma profond ne permet pas d'objectiver cela, et là on va avoir besoin d'examens paracliniques pour le diagnostiquer.
Pourquoi un sujet va passer en mort encéphalique? Les principales étiologies, elles sont d'origine vasculaire, ce sont les hématomes intraparenchymateux spontanés, les AVC hémorragiques, les ruptures d'anévrisme. Et la deuxième cause, c'est la cause traumatique, donc le traumatisme crânien grave. Vous avez une troisième cause qui est la réanimation des arrêts cardiaques et donc les encéphalopathies post-anoxiques avec les œdèmes cérébraux post-anoxiques qui peuvent évoluer jusqu'à la mort encéphalique. Et les autres causes, intoxication, infectieuse, celles-là, elles sont quand même globalement plutôt à la marge. Donc dans ces principales causes, en fait, ce qui va générer la mort encéphalique, c'est une augmentation de pression intracrânienne. Et cette augmentation de pression intracrânienne, elle va évoluer de manière céphalocodale. Donc elle va toucher d'abord les deux hémisphères, puis après le tronc cérébral, de manière descendante. Et ça va expliquer un petit peu l'évolution clinique qu'on va pouvoir observer chez nos patients. Donc cette évolution, ça va d'abord être un coma profond, et puis va s'ajouter à ce coma profond la destruction progressive du tronc cérébral. Alors ça, je ne vous le rappelle pas, vous l'avez vu ce matin quand vous êtes intéressé au traumatisme crânien. Vous savez que la circulation cérébrale, c'est une circulation qui est régulée. Il y a des mécanismes adaptatifs qui font qu'on essaye de maintenir la pression de perfusion, le débit sanguin cérébral identique, quelle que soit la pression de perfusion cérébrale, sauf qu'au bout d'un moment, quand la pression intracrânienne monte, la pression de perfusion cérébrale diminue et le cerveau n'arrive plus à maintenir ses capacités adaptatives. Et donc on va passer dans une zone d'ischémie cérébrale. Et en réponse à cette ischémie cérébrale, vous allez avoir une stimulation sympathique importante. Ce que vous allez observer, c'est une hypertension artérielle avec un mécanisme réflexe au niveau des barorécepteurs qui va générer une bradycardie et ce qu'on appelle le réflexe de Cushing, où vous allez voir des patients très hypertendus, bradycardes, à la phase aiguë de leur atteinte cérébrale, de leur AVC hémorragique, par exemple. Donc je vous l'ai dit, outre le coma profond, vous allez observer après, de manière descendante, la destruction du tronc cérébral. Alors on commence finalement l'ischémie par en haut, et en haut, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez avoir le nerf optique, les noyaux du 3, et donc un des premiers signes à apparaître, c'est la disparition du réflexe photomoteur et la mydriase. Alors attention, la mydriase, elle n'est pas tout le temps énorme, plein phare, hein. Ça peut être une mydriase intermédiaire. Ce qui compte, c'est la perte du réflexe photomoteur. Et puis après, on descend. Alors on descend, le réflexe oculocéphalogire. Donc vous avez les noyaux sensitifs du 8 et puis les noyaux moteurs du 3, les noyaux moteurs du 6 qui sont impliqués dedans. On descend encore, vous avez la perte du réflexe cornéen. Alors comment on le recherche? On fait tomber une petite goutte d'eau sur la cornée de sérum physiologique, ou avec le coin d'une compresse, on va stimuler la cornée. Et là, vous avez en sensitif le 5 et puis en effecteur musculaire le 7. On continue à descendre, le réflexe oculocardiaque, qui intéresse les noyaux du 5 et les noyaux du 10 pneumogastriques. Donc une compression au niveau des globes oculaires. Alors cette compression, on l'a fait que quand on a déjà tous les autres signes qui sont apparus, parce que si on l'a fait trop tôt, avant qu'il y ait cette disparition du réflexe oculocardiaque, on peut générer des bradycardies extrêmes, voire des arrêts cardiaques chez ces patients qui sont souvent un petit peu instables. Donc une compression des globes oculaires, et on note s'il y a une diminution de la fréquence cardiaque. Classiquement, on se donne un cutoff à 20%, mais en pratique, on voit juste la variation et c'est tout le temps assez flagrant. Et puis on continue à descendre, et en descendant, vous allez avoir la perte du réflexe de tout. L'arc réflexe est un petit peu plus complexe. Et puis en toute fin, vous avez à la jonction vertébromédulaire, vous avez les noyaux qui commandent la ventilation spontanée. Et donc un des derniers réflexes à disparaître, c'est le réflexe de ventilation spontanée. Une fois que vous avez obtenu une destruction complète de l'ensemble du système nerveux intracrânien, vous allez avoir une libération de vos centres médulaires et vous pouvez voir réapparaître des réflexes ostéotendineux. Vous pouvez avoir réapparaître également des réflexes médulaires qui sont un peu perturbants, que ce soit pour les soignants et surtout pour la famille, parce que vous allez
observer des mouvements spontanés, un peu discrets, des membres supérieurs, des membres inférieurs chez les patients. Alors c'est pas tout le temps, mais ça peut perturber, surtout quand on vient d'annoncer à la famille que le cerveau est complètement détruit et que le patient est décédé. De manière caricaturale, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le signe de Lazare. Le signe de Lazare, c'est une contraction importante, souvent réflexe par rapport à une stimulation tactile ou douloureuse, qui peut faire que vous avez un patient qui va s'asseoir quasiment dans le lit par une contraction brutale de tous les muscles axiaux. Donc je ne vous décris pas l'émoi que ça peut générer. On en a eu un il y a quelques temps au bloc opératoire, c'était un peu étonnant. Le retentissement hémodynamique est important aussi lors de cette phase de passage en état de mort encéphalique. Je vous l'ai dit, vous avez une destruction progressive des noyaux au niveau du tronc cérébral et notamment du noyau du vague, donc le système parasympathique. Vous savez qu'en permanence, on a le pied appuyé sur l'accélérateur et sur le frein. Et quand vous avez brutalement le noyau du vague qui commence à défaillir ou à ne plus fonctionner, eh bien vous avez le système sympathique qui lui reste activé. Et donc vous allez avoir des événements de type tachycardie, hypertension artérielle, augmentation des résistances vasculaires périphériques très importantes qui peuvent survenir. C'est un phénomène qui est inconstant, c'est ce qu'on appelle l'orage catécholaminergique, qui est plus courant quand l'évolution de l'hypertension intracrânienne est rapide. Et puis on verra les conséquences que ça va avoir après sur les différents organes. Et puis quand l'ischémie a complètement progressé et que vous avez une destruction complète du tronc cérébral, là vous allez avoir une chute brutale du tonus sympathique et donc une vasoplégie, une hypotension artérielle qui va s'y associer assez brutalement. Alors cette instabilité hémodynamique, elle n'est pas juste liée à la perte du système sympathique. Vous avez plein d'autres afférences qui concourent. Vous avez l'apparition de diabète insipide par la chute brutale de la sécrétion d'ADH qui peut vous générer de l'hypovolémie. Vous avez des mécanismes inflammatoires aussi qui y contribuent. Vous êtes en train d'avoir une destruction cérébrale, vous avez une libération importante de médiateurs pro-inflammatoires, de facteurs tissulaires. Tout ça intervient. Vous avez des perturbations hormonales, on va revenir dessus. Et vous pouvez avoir un retentissement au niveau myocardique de ces différentes afférences qui vous donnent une dysfonction myocardique. Donc au niveau cardiaque, pour commencer, un des principaux médiateurs qui va être finalement toxique pour le cœur, c'est cette hyperstimulation sympathique qu'il va y avoir au moment de la phase de passage en mort acéphalique. Vous allez avoir une hyperadrénergie. Cette hyperadrénergie va augmenter de manière importante la demande métabolique du cœur. Et chez des patients sains et a fortiori chez des patients plutôt âgés, et comme vous l'avez vu, on commence à prendre des patients de plus en plus âgés, et bien ces phénomènes peuvent générer de l'ischémie au niveau myocardique et de la dysfonction myocardique. Vous avez des perturbations hormonales qui peuvent jouer aussi. Est-ce que la baisse des hormones thyroïdiennes joue de manière aiguë? C'est possible, peu probable mais possible. Vous avez des anomalies du métabolisme phosphocalcique qui sont liées essentiellement au mécanisme de diabète insipide, l'hypocalcémie, l'hypophosphorémie, qui sont générées, qui peuvent altérer la contraction myocardique. Et puis vous avez enfin les phénomènes inflammatoires dont je vous ai parlé, qui peuvent également intervenir sur ces dysfonctions myocardiques. Alors quelles armes stratégiques on peut avoir? Pour limiter cette stimulation sympathique et cette hyperadrénergie, on peut être amené à traiter, je vous le montrerai tout à l'heure, les patients par bêta-bloquant, en tout cas essayer de limiter les conséquences de l'hypertension artérielle et de la tachycardie. Y aurait-il un rôle de la substitution par hormone, et notamment par hormone thyroïdienne, possible, mais en tout cas rien de démontré. Il faut bien entendu rééquilibrer l'homéostasie et donc le calcium, le phosphore, ça c'est de la réanimation classique. Et puis il pourrait y avoir un rôle immunomodulatoire pour diminuer un peu les conséquences de la réponse inflammatoire sur le myocarde, mais également sur les autres organes. Et ça, ce serait le rôle éventuellement de corticothérapie à la phase aiguë, pour cette phase aiguë de réanimation, mais aussi pour le devenir des organes derrière.
Le retentissement du passage en mort encéphalique sur le poumon. Alors, on observe classiquement ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon neurogénique. Alors, cet œdème, cet OAP neurogénique, il est lié en fait lui aussi à plusieurs choses. Vous avez une part qui peut être liée à de la dysfonction myocardique, que ce soit des dysfonctions systoliques, des dysfonctions diastoliques, surtout si vous êtes sur un sujet âgé et sur un cœur pathologique, en face duquel vous allez avoir des augmentations brutales de résistance vasculaire. Vous avez également des mécanismes qui sont liés à cette vasoconstriction importante, soit périphérique, qu'elle soit pulmonaire, avec une augmentation importante de la pression capillaire. Et puis des mécanismes inflammatoires qui vont agir directement sur le poumon et créer en fait un œdème pulmonaire, cette fois-ci plutôt lésionnel, avec des lésions endothéliales, avec une augmentation de la perméabilité capillaire pulmonaire. Et tout ça en fait va concourir à la génération de l'OAP neurogénique. Mais il ne faut pas oublier non plus que vous prenez en charge des patients qui ont tout un contexte nosologique. Ça peut être un traumatisme crânien grave qui a un polytraumatisme et qui a une contusion pulmonaire associée. C'est quasiment toujours des patients qui ont été dans le coma et donc qui ont pu inhaler et qui peuvent développer précocement des complications infectieuses de type pneumopathie. Donc il faut également y penser et les prendre en charge. Sur le plan rénal, les atteintes ne sont pas très spécifiques des autres atteintes liées aux états de choc. Vous avez des atteintes fonctionnelles, des atteintes ischémiques, inflammatoires, tubulaires. Ça, je passe assez vite. Au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, vous allez avoir donc une destruction de cet axe qui va vous générer une chute brutale de la sécrétion d'ADH et le développement du diabète insipide. Le diabète insipide va générer de l'hypovolémie, des désordres métaboliques sévères, l'hypokaliémie, l'hypocalcémie, on en a parlé. Ce qui est important, c'est de retenir les critères diagnostiques de diabète insipide parce qu'on est en phase de réanimation chez des sujets qui ont reçu de l'osmothérapie, qui sont hypertendus, qui ont peut-être des catécholamines, qui ont eu pas mal de remplissage vasculaire. Bref, des causes d'hyperdurèse, vous en avez plein finalement chez ces patients-là, et toutes ne sont pas forcément du diabète insipide. Donc pour avoir un diabète insipide, il faut bien entendu de l'hyperdurèse, mais il faut également qu'il y ait une hyperosmolarité plasmatique qui s'installe, et ça on la lie directement sur la natrémie que l'on dose régulièrement. Mais il faut également objectiver le fait que la réponse rénale est une réponse qui n'est pas adaptée à cette hypernatrémie et que vous avez une hypoosmolarité urinaire, là où vous devriez avoir une osmolarité urinaire plutôt élevée. D'accord ? Méfiez-vous des bandelettes urinaires, qui sont des indicateurs assez mauvais, on va dire, de ce qu'on appelle la densité urinaire. Fiez-vous plutôt au dosage biochimique. Vous envoyez un échantillon d'urine, vous objectivez l'hyposmolarité urinaire, vous objectivez en même temps, maintenant on a ça de manière déportée sur les gaz du sang, l'augmentation anormale de la natrémie, l'hyperosmolarité plasmatique, et là vous avez objectivé votre diabète insipide et vous allez pouvoir le traiter. La destruction de cet axe génère également des troubles de la thermorégulation, donc ce sont des patients qui vont avoir tendance à devenir hypothermes si vous ne les réchauffez pas. Alors ce sera à corriger pour le diagnostic, ce sera peut-être à respecter, je dis bien peut-être, pour le devenir des greffons, il n'y a rien de certain. L'insuffisance thyroïdienne, l'insuffisance surrénalienne, y a-t-il un rôle à la substitution sur la stabilité hémodynamique du patient, sur le devenir des organes derrière? On y reviendra. Est-ce qu'il y a des questions sur la physiopathologie, l'état de mort encéphalique? Non? Bon. 2-3 diapos juste sur le cadre réglementaire pour bien qu'on comprenne. Depuis 1996, il y a une circulaire qui précise un petit peu ce cadre-là. On nous demande d'objectiver donc la mort, la destruction complète et irréversible de l'ensemble de l'encéphale, ça veut dire le cerveau et le tronc cérébral. Et donc, comme je vous l'ai dit, on associe des critères cliniques, l'absence totale de conscience, d'activité motrice spontanée,
l'absence de l'ensemble des réflexes du tronc cérébral que l'on vient de citer qui doivent être recherchés, et l'abolition de la respiration spontanée. Mais on y associe également des critères, un critère paraclinique pour pouvoir objectiver la destruction des deux hémisphères. Et donc ce sera soit l'électroencéphalogramme, soit des techniques angiographiques. Donc le premier constat, c'est que la mort encéphalique, elle ne peut s'observer que chez un patient qui a été préalablement ventilé, puisque par définition, le sujet en état de mort encéphalique, il n'a plus de ventilation spontanée. Donc s'il n'est pas ventilé, il va faire l'arrêt cardiaque anoxique. Cet examen, il doit être réalisé après élimination de facteurs confondants qui peuvent venir le perturber. Alors quels sont ces facteurs confondants classiquement? Ça peut être l'hypothermie, ça peut être la prise de toxiques ou la prise de médicaments dans le cadre de la réanimation et notamment des sédatifs. Ça peut être des troubles métaboliques sévères qui peuvent venir perturber l'examen et bien entendu la curarisation. Petit focus sur ce qu'on appelle l'épreuve de ventilation spontanée. En pratique, on va essayer de mettre en évidence l'absence de ventilation spontanée malgré un stimulus qu'on estime être un stimulus très important. Et un des stimulus les plus importants, c'est l'acidose qui va vous stimuler de manière très importante vos centres respiratoires. Alors finalement, comment fait-on? Eh bien, on va arrêter de ventiler ces patients, mais on va continuer à les oxygéner par l'intermédiaire soit d'une sonde d'oxygénation ou de notre respirateur, maintenant c'est un petit peu mieux. Et puis on va les laisser en apnée pendant 10-15 minutes à peu près. Alors, à partir du moment où ils sont intubés, à partir du moment où les voies aériennes restent perméables et où il y a de l'oxygène qui arrive, c'est des patients qui, assez classiquement, ne désaturent pas, sauf ceux qui ont les atteintes pulmonaires les plus fragiles. Par contre, comme vous ne les ventilez pas, eh bien, vous n'avez plus d'extraction du CO2 et donc petit à petit, vous allez avoir votre PCAO2 qui va monter, votre acidose qui va s'aggraver. Alors, la circulaire ne fixe pas un chiffre, ni de pH, ni de PCO2. Classiquement, on retient 60 mm de mercure de PCO2. Ce qui compte en fait pour la stimulation des centres respiratoires, c'est quand même le pH et c'est quand même l'acidose. Avant, on faisait ça donc en débranchant les patients. Maintenant, idéalement, on essaye de faire ça en maintenant une pression positive à l'intérieur du poumon. Alors, soit par des valves de Boussignac, des CPAP, soit maintenant avec les respirateurs modernes, on peut maintenir une pression positive sans ventiler le patient, tout en maintenant une petite oxygénation, ce qui nous permet de ne pas dérecruter le poumon et d'avoir plus souvent des épreuves de ventilation spontanée qu'on arrive à aboutir sans que le patient fasse de désaturation. Les deux électroencéphalogrammes qui viennent confirmer, donc ça c'est assez classique, je pense que vous connaissez, 30 minutes d'enregistrement à 4 heures minimum d'intervalle. En objectif, un silence électrocortical sans réactivité au stimulus. Alors, l'électroencéphalogramme, on sait qu'il est potentiellement perturbé par des atteintes métaboliques sévères, des intoxications médicamenteuses, des hypothermies profondes. Donc on a dit qu'on évite, on corrige, on va dire, ces désordres-là, déjà avant même de faire l'examen clinique. L'autre possibilité, c'est le contrôle angiographique. Anciennement, on faisait des artériographies 4 axes, des procédures qui sont relativement lourdes. Maintenant, on remplace ça par l'angioscanner cérébral avec des bonnes pratiques, on va dire, qui ont été édictées par les sociétés savantes et qui permettent de confirmer l'arrêt circulatoire cérébral avec des temps bien précis d'injection et des critères qui sont bien précis. Le rôle du Doppler transcrânien dans ce diagnostic, en France, il n'a strictement rien de réglementaire, donc il ne peut pas participer au diagnostic en lui-même. Par contre, il est quand même une aide, vous l'avez vu, parce qu'on a certains critères qui nous permettent, sur la circulation de l'ACM, d'objectiver des arrêts circulatoires, et notamment ces aspects de backflow, où vous avez l'onde de pouls qui va se réfléchir contre des résistances qui sont devenues infinies et vous avez un flux qui devient négatif au moment de la diastole. Et donc ça vous signe que sur une grande partie de la vascularisation cérébrale, vous allez avoir un arrêt circulatoire cérébral. Ça peut aider à les déclencher un angioscanner à bon escient, pas y aller trop tôt,
pour éviter un transport qui serait inutile aux patients, mais ça n'a pas de valeur réglementaire en France. Un procès-verbal derrière est signé par deux médecins censés être indépendants de l'activité de transplantation et donc qui reprend ces différents items. On finit avec la prise en charge réanimatoire. Alors, sur la prise en charge hémodynamique, je ne vais pas m'apesantir parce que c'est une prise en charge hémodynamique qui est assez classique en fait et qui ne change pas trop de la prise en charge des états de choc que vous allez être amené à traiter en réanimation. Donc vous allez faire face à de la vasoplégie et donc vous allez mettre des médicaments vasoconstricteurs, 2 des mécanismes inflammatoires du diabète insipide, donc vous allez traiter de l'hypovolémie. Vous ne changez pas vos habitudes, on va dire, de monitorage hémodynamique. Certains font du monitorage invasif, d'autres moins invasif. Je crois que les deux sont parfaitement respectables, donc ça c'est selon les habitudes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'assez régulièrement, vous pouvez avoir des dysfonctions myocardiques qui surviennent. Et donc, il faut réaliser des échographies cardiaques pour les mettre en évidence. C'est important également pour la prélevabilité des greffons. Et puis, ça peut être important également pour la thérapeutique. Je vous parlais tout à l'heure du traitement de l'orage catécholaminergique. Alors, globalement, sur la réanimation du donneur, il n'y a quand même pas beaucoup d'études, et encore moins d'études, entre guillemets, de bonne qualité, tout bêtement parce que faire des études sur du sujet en mort encéphalique, c'est très complexe d'un point de vue éthique. Donc, les quelques séries qu'on a essayent d'apporter quelques informations. Donc, celle-ci, par exemple, sur l'intérêt d'aller traiter ces orages catécholaminergiques, donc ces épisodes d'hypertension artérielle de tachycardie. Donc vous avez 3 groupes, un groupe qui ne va pas faire d'orage catécholaminergique, un groupe qui va faire un orage catécholaminergique qui ne sera pas traité, et un groupe qui va être traité, alors soit par de l'esmolol, le bêta-bloquant de courte durée d'action, c'est celui qu'on préfère, il est quand même très maniable, soit par des antihypertenseurs classiques, Eupressile ou Loxène. Et ce que vous voyez, c'est que parmi les patients qui vont être traités, vous avez une amélioration, on peut dire en tout cas une meilleure évaluation de la fonction systolique myocardique, un pourcentage de patients qui vont être bénéficier de prélèvements cardiaques plus importants et une amélioration, semble-t-il, de la survie à 2 mois des greffons, des patients qui ont été greffés avec ces cœurs. Alors c'est des petites séries, c'est plein de biais méthodologiques, mais en tout cas ça va plutôt dans le sens d'aller traiter ces patients, d'aller traiter ces épisodes d'orage catécholaminergique. Donc assez classiquement, soit antihypertenseurs classiques, soit les bêta-bloquants de courte durée d'action, esmolol, Brevibloc. On n'est même pas obligé de les entretenir parce que c'est des épisodes qui sont tellement rapides en fait que généralement juste les doses bolus peuvent suffire. Bon, la place des hydroxyamidons, comme je suis un peu en retard, j'y reviens pas. De toute façon, je pense que plus personne les utilise. Sur le traitement du diabète insipide, l'important 1 de la compensation hydroélectrolytique et 2 de la supplémentation par desmopressine, minirin. Alors, cette supplémentation, elle vous permet en fait de diminuer le volume de diurèse et d'arriver à compenser finalement mieux vos patients. Anciennement, on avait tendance à faire plutôt des gros bolus de desmopressine, donc on faisait l'ampoule entière. Maintenant, on essaie plutôt de titrer cette desmopressine. Pourquoi ? Parce qu'elle est impliquée dans des phénomènes microthrombotiques. C'est une molécule, on va dire, qui augmente le risque de thrombose, et ça aurait peut-être été impliqué dans on va dire, la dégradation des greffons, et notamment des greffons pancréatiques. Donc en pratique, l'idée est d'avoir un objectif de diurèse que l'on arrive, nous, à suivre derrière en termes de compensation hydroélectrolytique, donc entre 1 et 3 ml/kH. Donc plutôt des titrations entre 0,5 et 1 gamma. Bon, je ne reviens pas sur la définition, je vous en ai parlé tout à l'heure. La prise en charge ventilatoire, elle est importante et elle s'intègre dans une prise en charge ventilatoire maintenant moderne, j'ai envie de dire, à la fois en réanimation ou en anesthésie. C'est-à-dire, c'est des prises en charge ventilatoires qu'on dit protectives, si tant est qu'on puisse être vraiment protéger le poumon à partir du moment où on met de la pression positive à l'intérieur. Mais ce qui est certain, c'est que quand on compare des stratégies
entre guillemets conventionnelles, c'est-à-dire quand on met des hauts volumes courants, quand on met pas beaucoup de PEP, quand on dérecrute les patients, qu'on fait des épreuves de ventilation spontanée sans pression positive, qu'on compare ça avec des stratégies, c'est bundle of care là, où on met des plus petits volumes courants, un peu de pression positive, des systèmes clos pour pas dérecruter, et puis on fait quelques manœuvres de recrutement une fois l'épreuve de ventilation spontanée faite. Et bien, ce qu'on observe, c'est qu'en partant d'un pourcentage équivalent de sujets qui auraient pu, éligibles, on va dire, au don d'organes pour le poumon, en 6 heures de temps, on voit ce taux passer de 80% à 54% dans le groupe entre guillemets conventionnel, et on voit ce taux passer de 86% à 95% dans le groupe entre guillemets protectif. D'accord. Donc en fait, une ventilation mal faite, en peu de temps, on peut rendre des greffons plus éligibles à la greffe pulmonaire. Voilà, la prise en charge hématologique, elle est pas très spécifique non plus d'une prise en charge réanimatoire classique. On peut être amené à transfuser ces patients, on peut être amené à leur passer des facteurs de coagulation pour le bloc opératoire. Ça ne change pas tellement d'un patient classique. Dernière chose, y a-t-il un intérêt à l'hormonothérapie substitutive? Pour l'instant, il n'y a rien de tranché dans la littérature. Ce qui est certain, c'est que comme dans finalement pas mal d'états de choc à l'heure actuelle, quand on met des corticoïdes à la phase aiguë, on a une meilleure stabilité hémodynamique, on baisse le taux de catécholamine que l'on utilise, et il y a un pourcentage de patients sevrés qui est plus important. On n'a pas pu mettre en évidence d'amélioration des greffons avec des stratégies substitutives versus pas de stratégie substitutive. Donc, nous, on a tendance à le faire. Après, je pense que d'autres centres ne le font pas systématiquement. Pour l'instant, il n'y a rien de tranché. Voilà, en conclusion, on a des objectifs d'homéostasie qui vont être communs aux patients classiques de réanimation. La plus-value de notre prise en charge spécialisée, c'est la prélevabilité et la qualité derrière des organes qui vont être prélevés. J'insiste sur la prise en charge ventilatoire de ces patients-là, parce qu'on augmente vraiment le pourcentage de greffons pulmonaires derrière. L'intérêt du traitement de l'orage catécholaminergique et peut-être de la corticothérapie substitutive. En tout cas, pour la prise en charge hémodynamique, ça aide. Et puis, on a un recours croissant à ces donneurs limites. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les prendre en charge d'un point de vue réanimatoire. Et puis on a d'autres stratégies pour essayer d'optimiser derrière les greffons, des machines à perfusion, la réhabilitation ex vivo des greffons, notamment des greffons pulmonaires. Bref, tout ça, ça va dans une stratégie d'essayer d'avoir des greffons initialement qu'on ne proposait pas à la transplantation et qu'on se met à être capable de les proposer. Un, parce qu'on les prend mieux en charge en réanimation, et deux, parce qu'on leur propose derrière des techniques de réhabilitation différentes. Voilà, je vous remercie. Des questions ?